Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiés par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers du funéraire. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Monsieur Thomas Bidal, conseiller chargé études projet à l'OPCOEP, Monsieur Olivier Vérité, secrétaire général de la CPFM, qui est la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie, Madame Stéphanie Coptan, directrice des pompes funèbres Marion, excusez-moi, Monsieur Steven Bars, responsable EFA Formation. Donc, quelques indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Sur la droite de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de l'intervention par le biais du chat, questions que nous relayerons à nos intervenants. Et avant de partir, nous vous remercierons je vous remercie déjà d'ailleurs, de répondre à un petit sondage que je mettrai à la toute fin dans le chat également. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Vérité et je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous partager le document. Le voilà, super. Du coup, le funéraire, un secteur qui recrute. Diapositive suivante. Je ne sais pas si j'ai la main. Si, parfait, super. Donc, la CPFM en quelques chiffres, parce que effectivement, je suis le secrétaire général de la fédération professionnelle. Alors, il y a plusieurs fédérations professionnelles, et moi, je représente la CPFM, qui représente à peu près 3200 établissements, plus de 10 000 salariés dans le secteur, du secteur funéraire, et 80% de nos adhérents ont moins de 10 salariés, même si on a la particularité de représenter les plus gros acteurs du métier. Quel est le poids économique du milieu funéraire en France? Alors, on va avoir une vision un peu plus nationale. 25 000 salariés évoluent aujourd'hui dans le secteur des services funéraires. On a un peu plus de 4 000 prestataires de services funéraires et le chiffre d'affaires du secteur, 2,5 milliards. En termes de répartition des effectifs par type de contrat, genre et statut en 2020, pour rentrer un peu dans le détail, on a principalement des CDI. Vous voyez, 97% des salariés du secteur funéraire sont en CDI, un peu moins de 3% en CDD. En termes de répartition hommes-femmes, on a encore une majorité d'hommes, mais le nombre de femmes augmente de plus en plus au cours des années. On est aujourd'hui à une répartition 67-30 mais qui voit la proportion des femmes augmenter d'année en année. Et en termes de statut, on a une répartition assez équilibrée, 33% d'ouvriers, 20% d'employés, et en agent de maîtrise cadre, voilà, entre 30 et 16%. Donc une répartition assez homogène des statuts. En termes de niveau de qualification, il n'y a pas de niveau particulier pour travailler dans le secteur du funéraire. On verra après avec M. Barr sur la partie des métiers, mais la répartition est assez homogène là aussi. On a du CAP, on a du bac, on a du brevet, on a même des gens sans diplôme. Voilà, le secteur funéraire est un secteur qui recrute et qui forme ses salariés et qui les fait évoluer et progresser tout au long de leurs années. Donc, on est voilà sur le niveau de qualification. Pour la partie, on va dire, globale, nationale, c'est terminé. Je crois que c'était à Thomas après de prendre main sur une partie plus directement sur la Bourgogne-Franche-Comté. Tout à fait. Alors, je vais partager également mon fichier. Partager. Faut que je le retrouve. Et du coup, je le répète, si vous avez des questions tout au long de l'intervention, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, est-ce que je comprends, métier de plus en plus féminin? Et sur tous les pans des métiers ou pas? Ou il y a des spécificités? Non, il y a quelques spécificités. Alors, sur les métiers qui se féminisent le plus, on le verra tout à l'heure, c'est les métiers de conseiller funéraire et de maître de cérémonie. Effectivement, le métier de marbrier, c'est un peu plus compliqué. Il est aujourd'hui encore très masculin. Et le métier d'agent funéraire, on va dire plus connu sous le nom de porteur, est encore aussi très masculin. Mais même là, ça commence à arriver, mais c'est quand même plus rare. Par contre, sur conseiller funéraire et maître de cérémonie,
et dirigeantes, Madame Copman pourra aussi l'évoquer tout à l'heure, sont des métiers qui se féminisent de plus en plus. D'accord. Et Il n'est pas rare, même dans des sessions de conseillers funéraires ou de maîtres de cérémonie en formation à AFA, d'avoir une majorité de femmes. d'accord, merci. Vous voyez, c'est le diapo? Super, merci. Super, ok. Donc, très rapidement, donc, pour rappeler un petit peu les missions de l'OPCOEP, donc l'opérateur des compétences des entreprises de proximité, nous avons 3 missions. Donc, la première mission, c'est apporter un appui technique aux branches professionnelles adhérentes, notamment sur le volet GPOC, certification professionnelle, et définir les niveaux de prise en charge des contrats d'alternance. Deuxième mission, c'est assurer un suivi de proximité des entreprises, donc un service de proximité sur les projets de formation et aussi sur les projets de recrutement. Et enfin, la troisième mission, c'est assurer le financement des dispositifs d'alternance, donc contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, mais aussi faire la promotion par alternance, donc la PRO, et selon le niveau de prise en charge défini par les branches professionnelles. Donc, très rapidement, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, le COP, c'est 54 branches professionnelles, dont celle qui est surlignée en jaune, les pompes funèbres, qui est l'IDCC 759. Donc là, une vision au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. On recense 330 entreprises du funéraire, donc qui sont rattachées à l'IDCC 759. On regarde en termes de diagramme, qui est la plus grosse majeure partie des entreprises se situe dans l'ex-Bourgogne, à savoir 66%. Les entreprises sont plus, ou qui est le plus représenté est le département de Côte d'Or, avec 63 entreprises, donc ça représente 19% des adhérents en Bourgogne-Franche-Comté. Après vient ensuite la Saône-et-Loire, le Doubs et le 89. Pour reprendre un peu ce qui a été dit auparavant, on constate que la plupart des entreprises, enfin la majeure partie des entreprises sont vraiment des TPE, donc de moins de 11 salariés, qui ça représente 93%. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant la présentation. Alors après, nous, ce qu'on fait, on fait une analyse réflexe. Donc, c'est un repérage flash emploi. Qu'est-ce que c'est? C'est que les conseillers de l'OPCOEP rencontrent des entreprises et on fait remonter, suite aux échanges qu'ils auraient pu avoir, font remonter les tendances et les analyses des climats d'affaires, donc à savoir comment se situent les entreprises du funéraire. En l'occurrence, ici, on constate que le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière est plutôt stable. La trésorerie est suffisante et l'évolution du chiffre d'affaires est plutôt stable. On regarde, ce n'est pas une branche qui a tant été impactée par la crise du Covid. Après, je pense que mes différents intervenants pourront aussi témoigner dans ce sens-là, mais on voit que sur la partie résultat, les entreprises de funéraire ont quand même beaucoup d'activités. Alors, après, je voulais développer 2 volets. Donc, le volet formation. On constate, nous, que, comme ça a été dit par M. Vérité, que les entreprises du secteur funéraire forment beaucoup leurs salariés et les formations sont plutôt orientées majoritairement vers les techniques spécifiques au métier. Donc, ça peut être des formations liées sur le conseiller funéraire ou ça peut être aussi des formations dites obligatoires avec les permis. Pour savoir le niveau de prise en charge, il faut se référer au niveau des critères de prise en charge qui sont mis à disposition sur le site de la COEP, donc qui sont en lecture accessible pour les entreprises pour déterminer le niveau de prise en charge des actions. Et enfin, le dernier volet que je voulais vous présenter, comme ça a été dit, on constate que sur le métier du funéraire, il y a des tensions de recrutement, notamment sur les métiers de conseiller funéraire, maître de cérémonie, porteur et même marbrier funéraire. On constate que cette tendance-là est aussi au niveau national, mais aussi au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Pour pallier aux besoins de recrutement, nous avons mis en place une action PEC conseiller funéraire à Dijon en 2020 et 2021. Et on constate sur la session 2020 que sur les 10 stagiaires ayant fini le cursus de formation,
7 sont en emploi et les 10 ont obtenu le diplôme à l'issue de la formation. Et pour la session 2021, on constate que sur les 10 stagiaires qui ont suivi la formation jusqu'au bout, 9 ont eu le diplôme et 6 sont en emploi à 3 mois après la fin de la formation. Fait assez notable sur les métiers de conseiller funéraire, que ce soit sur la première session ou la deuxième session, ce sont majoritairement des femmes qui suivent ce cursus de formation. Sur celle de 2020, elles étaient à 90% de femmes et en 2021 à 80% de femmes. Donc on constate qu'il y a quand même de la demande et on regarde que les stagiaires n'ont pas trop de mal de trouver des stages et quand même une issue favorable à l'issue de la POC. Dernière diapo, donc pour toute demande d'information, que ce soit entreprise ou autre institution, vous pouvez contacter les conseillers de l'OPCOEP présents sur le territoire. Cette fiche-là est disponible aussi sur le site de l'OPCOEP en libre service. Voilà. Bah, merci beaucoup. Du coup, il y a des questions et puis peut-être que les uns les autres pourront y répondre au cas où. Donc, il y a une personne qui est intéressée par le métier, qui doit faire une immersion. Potentiellement, où est-ce qu'on va chercher, hormis sur Internet, dans l'annuaire, des adresses pour effectuer un stage d'immersion? Alors, nous, ça tombe bien parce que là, on va monter une autre action de POC en 2022. Elle va commencer le 25 avril. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que forcément, qui dit POC va avoir entretien de sélection, mais en amont de l'entretien de sélection, il est vraiment important de faire des stages d'immersion de type PMSMP. Donc pour cela, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Pôle emploi ou mission locale pour vous aiguiller là-dessus, ou revenir vers moi pour que je vous mette en lien avec l'organisme de formation et avec les conseillers de l'OPCOEP qui rencontrent des entreprises qui seraient intéressées d'accueillir aussi dans ce cadre-là. Et du coup, des formations exclusivement sur Dijon ou... Là, la POC conseiller funéraire est réalisée à Dijon. Là, j'ai pas l'information tout de suite parce que je vais avoir du mal à faire 14 choses en même temps, mais si vous allez sur le site Amphore dans la partie formation et que vous tapez funéraire, vous avez quand même toute la liste des formations et là où elles sont réalisées au cas où. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Elles sont enregistrées sur ce de l'Amphore pour une meilleure visibilité. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur B. Du coup, je vais repasser la parole à Monsieur Barr pour présenter un peu les métiers parce que c'est quand même une panoplie de métiers assez divers et variés dans le funéraire. Oui, donc Steven Barr, donc je suis responsable formation à la CPFM et responsable de centre aussi à l'école de formation funéraire à Liscan, qui appartient à la CPFM. Donc si on passe le PowerPoint, du coup... Donc voilà, je vais commencer cette présentation du coup avec la question quelles sont les attentes vis-à-vis des professionnels. C'est vrai que c'est des métiers spécifiques où on va rechercher des profils, où on va pouvoir répondre à des besoins spécifiques des familles, notamment sur 3 ordres. Forcément, il y a les compétences techniques, le besoin d'expertise et de compétences, avec tout ce qui est trait aux formalités administratives, les questions de rapatriement et de crémation. C'est vrai que ça, c'est très important. Il y a le côté expertise technique. Réglementé. C'est un des métiers les plus réglementés, hein, le métier funéraire. Donc, effectivement, il y a une réglementation juridique et administrative très forte qui tourne autour du métier. Et c'est pour ça que le besoin d'expertise et de compétences est fort. Ensuite, on va forcément retrouver des compétences un peu plus, je dirais, sur le savoir-être et l'accompagnement, notamment avec un besoin d'information, de conseil et d'assistance. Ça, c'est très important. Ça implique forcément de l'accueil et de l'écoute. Je dirais que c'est des métiers où forcément la question de l'empathie va venir très régulièrement sur les recherches de profil. On va le voir un petit peu dans le descriptif des formations et des métiers et des formations. Mais c'est vrai que le côté technique plus le côté savoir-être, être à l'écoute, de l'empathie, être dans une logique d'accompagnement aussi des familles, c'est vraiment ce qu'on retient dans les profils qu'on recherche actuellement dans le funéraire. Et effectivement, autant les compétences techniques, vous pouvez les acquérir dans les entreprises et les entreprises peuvent vous accompagner à être formés.
autant voilà, les qualités humaines et les qualités de savoir-être. Ce sont des prérequis indispensables pour exercer ce métier, même si quand on parle d'accompagnement, je mets quand même une limite, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être à la place des familles et justement on est des techniciens et des gens qui sont là pour permettre aux gens de faire leur deuil et on les accompagne dans ces limites-là. Donc c'est à ne pas tomber dans le voilà, on n'est pas dans un pas tomber dans le piège de l'accompagnement psychologique ou autre. La relation est différente. On est quand même dans une relation commerciale. On est quand même mais on est encore une fois là pour permettre aux personnes endeuillées de réaliser le deuil qui est déjà difficile à vivre et de les accompagner sur tout le reste. C'est-à-dire, tout le reste, c'est à nous de le gérer. La partie deuil, c'est à eux de le gérer. Voilà, c'est un peu la schématique, mais je pense que Madame Coptan, qui interviendra après, pourra aussi très très bien expliquer cette partie-là. Alors, je vais évoquer quelques métiers du coup du funéraire. Comme l'a dit Thomas, du coup, c'est vrai qu'on a des métiers en tension. Le premier métier, c'est le métier de marbrier funéraire, à ne pas confondre avec le métier de granitier. Vous savez, le granitier, en fait, c'est celui qui va tailler en fait le granit. Donc, c'est pas tout à fait le même métier pour le métier de marbrier funéraire. Le marbrier funéraire, c'est celui qui va être amené à réaliser des travaux de terrassement. Manuel ou mécanique. Dans cette optique-là, il va être amené à creuser par exemple des fosses dans la terre. Donc il aura cette première mission de terrassement, de creusement de fosses. Il va être aussi amené à entretenir des sépultures ou encore à rénover des monuments funéraires. Ça, c'est vraiment au quotidien, il va être amené à gérer ce type de mission. Et bien sûr, il va être amené ex nihilo, je dirais, à confectionner des caveaux, du coup, nécessitant forcément des travaux de maçonnerie. Dans cette logique-là, il va être amené à déposer, reposer ou démonter des monuments funéraires. Donc son quotidien, c'est vraiment ça. Il va être amené à avoir ces missions-là au quotidien, en lien forcément avec les pompes funèbres. Peut-être que je peux d'ores et déjà évoquer… La photo est assez représentative du métier. C'est le métier de marbrier funéraire. Là, on voit quelqu'un en train de poser un monument funéraire suite certainement à un décès ou pour anticiper un décès. Et donc là, voilà, on est typiquement dans ce genre de métier qui est extérieur, forcément du coup soumis aux intempéries, où on bouge tout le temps, parce qu'on va de cimetière en cimetière poser et déposer les monuments. Mais le quotidien est assez représenté sur la photo. Du coup, je me permets peut-être de présenter le métier et aussi les formations. Du coup, pour ce qui est des modalités pédagogiques, plusieurs diplômes existent actuellement, mais pas forcément de marbrier funéraire. Donc nous, actuellement, c'est vrai qu'on peut orienter par exemple vers un CAP marbrier, mais on est en cours là au niveau de la branche, puisque je suis responsable formation à la CPFM, et au niveau de la CPNE, du coup, on essaye de travailler notamment cette année pour produire des formations, alors peut-être des formations courtes, mais aussi des formations certifiantes, peut-être un titre professionnel, par exemple marbrier funéraire ou un CQP à voir. Donc ce travail-là est en cours, mais c'est vrai que pour le moment, les entreprises orientent davantage sur des CAP marbriers. Pour ce qui est des contenus de la formation théorique, actuellement, pour ce CAP marbrier, on va avoir tout ce qui a trait notamment à la réception, à la manutention et au stockage des matériaux. Donc ça, forcément, au quotidien, c'est très important pour les marbriers funéraires. Dans cette optique-là, il va être amené à conduire des opérations d'usinage, mais également à réaliser mécaniquement des opérations de transformation. Donc ça, c'est vrai qu'au quotidien, il va être amené à exercer ce type de mission, mais encore réaliser manuellement des opérations de finition. J'en ai parlé aussi, il va être amené à assembler et poser des éléments, forcément, ou encore à réaliser des opérations de restauration. Assembler et poser des éléments, c'est 90% du métier. Voilà. Vous voyez un métier quand même où on existe plusieurs compétences, de nombreuses compétences au quotidien. Pour ce qui est de la rémunération, vous le voyez, j'ai indiqué donc 28 000 € pour un salaire annuel brut moyen sur un équivalent temps plein. Alors c'est vrai que c'est un métier en tension, donc ça peut vite être majoré, je dirais. Ouais, c'est une moyenne, c'est toujours difficile d'avoir des éléments chiffrés représentatifs, donc on est prudent sur les chiffres, mais effectivement, comme c'est un métier en tension et qui, aujourd'hui, un très bon marbrier qui fait ça depuis quelques années et qui a de bonnes expériences peut forcément aller plus haut, il n'y a pas trop de sujet là-dessus.
Mais encore une fois, pour simplifier, on est dans un métier d'extérieur, manuel. Voilà, quelqu'un qui est doué de ses mains et qui a envie de travailler. On est très proche du métier du bâtiment. On a souvent des collaborateurs qui travaillent aujourd'hui en marbrerie funéraire qui ont commencé dans le bâtiment et qui à un moment tournent vers la partie marbrerie funéraire. Mais on est dans ces compétences-là, je veux dire extérieur, manuel, et qui aiment bien travailler soit seul, soit à 2 ou à 3. C'est souvent par équipe de 2 ou 3. Voilà un petit peu le contexte de ce poste de marbrerie funéraire. Un autre métier également, attention, c'est l'agent funéraire, c'est-à-dire le porteur-chauffeur. C'est vrai que lors d'obsèques, en général, on a 4 porteurs. Des fois, le maître de cérémonie peut être également porteur. Mais c'est un métier qui est actuellement en tension aussi. Les fonctions principales pour l'agent funéraire, accompagner et transporter le corps de manière physique, bien sûr, du lieu de décès jusqu'à l'inhumation ou la crémation. On va également lui demander de préparer, de porter et de transporter le cercueil, mais également, bien sûr, fait important, de conduire le véhicule funéraire. Vous voyez, des missions assez explicites pour l'agent funéraire. Pour ce qui est des modalités pédagogiques, actuellement en France, on est sur une formation théorique de 16 heures. Nous, par exemple, à l'EFA, on assure cette formation à distance. C'est vrai qu'actuellement, au sein de notre école, on assure l'intégralité de nos formations en distanciel du fait des contraintes imposées par la crise sanitaire. Pour ce qui est des contenus de la formation théorique, on va trouver forcément tout ce qui a trait à la législation et la réglementation funéraire. Ça, c'est important. Comme l'a dit Olivier, on a un cadre vraiment très normé, très réglementé, donc c'est important d'être à jour sur cette législation et sur les réglementations. On va ensuite trouver tout ce qui a trait à l'hygiène et à la sécurité, également très important dans le funéraire. Également, on en a parlé sur le savoir-être, mais tout ce qui peut avoir trait à la psychologie et à la sociologie du deuil. Ça, c'est important aussi dans cette mesure-là d'accueil des familles. Et puis, l'aspect rite et religion aussi, puisque voilà, on a de plus en plus de célébrations laïques, mais cette dimension-là ne doit pas être occultée non plus. Donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre aux questions des familles et de pouvoir justement s'adapter au contexte en fonction des rites et des religions. Pour ce qui est de la rémunération, on sera ici à hauteur de 25 000 € pour un salaire annuel brut moyen sur un équivalent temps plein. Le métier suivant, c'est le métier de maître de cérémonie. Donc, comme son nom l'indique, c'est la personne qui propose et coordonne les cérémonies. C'est un métier où forcément l'éloquence, l'élocution sont au cœur des missions. Le maître de cérémonie, il participe aussi bien sur la mise en bière, sur l'inhumation, la crémation, que le placement des participants, la lecture des textes ou encore la gestion de groupe. D'un point de vue, je dirais, savoir-être, il faut vraiment que le maître de cérémonie ait ces compétences-là. Pour ce qui est des modalités pédagogiques, le parcours va être le même, peu importe les écoles. Dans un premier temps, il y aura une formation théorique de 77 heures. Au terme de cette formation théorique, la personne va être amenée à réaliser une épreuve écrite, notamment pour répondre aux questions imposées par la réglementation. À partir du moment où il réussit cette épreuve écrite, il va pouvoir effectuer un stage pratique en entreprise de 140 heures. Et puis, au terme donc, de ces parties théoriques plus pratiques, il pourra passer une épreuve orale devant un jury habilité, voilà, et il pourra, à partir de ce moment-là, réussir ou non cet examen oral. Mais en tout cas, le parcours, vous voyez, s'inscrit dans une continuité, je dirais, de la chaîne funéraire. Pour ce qui est des contenus de la formation théorique, on retrouve les mêmes éléments que pour le métier de chauffeur-porteur en agent funéraire, à savoir la législation et la réglementation funéraire, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil. Par contre, on va trouver 2 éléments complémentaires de formation, notamment forcément la conception et l'animation d'une cérémonie, puisque forcément, en termes de compétences, le maître de cérémonie est amené aussi bien à rédiger qu'à parler et devant des personnes, l'idée c'est d'animer des célébrations, donc il faut qu'il puisse être à l'aise aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Et puis également un aspect management, encadrement d'une équipe, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, concrètement, c'est le maître de cérémonie qui va manager les chauffeurs porteurs. Donc il aura tout le temps avec lui une équipe de 3 à 4 personnes
Donc, au quotidien, il doit être amené à pouvoir manager et encadrer des petites équipes, mais en tout cas, des équipes. Donc, pour ce qui est de la rémunération, là, en reprenant les chiffres de branche, on est à hauteur de 26 000 euros, 26 100 euros pour un salaire annuel brut moyen sur un équivalent temps plein. Voilà, difficile de parler du maître de cérémonie sans évoquer le métier de conseiller funéraire. Thomas en a parlé, c'est un métier qui est en tension actuellement aussi en France. Donc du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations d'entreprises pour identifier des profils de conseillers funéraires. Quelles sont les missions au quotidien et les fonctions du conseiller funéraire? Premièrement, c'est d'accueillir, de renseigner, de proposer et d'informer les familles. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les familles pour organiser forcément ces obsèques. L'idée, c'est d'assurer les relations avec les différentes administrations aussi. C'est important. Le conseiller funéraire doit être autonome sur cette partie administrative. Donc, ça implique forcément une rigueur, puisque voilà, en France, c'est très cadré. Donc, il faut pouvoir s'inscrire dans ce cadre-là très précis de réglementation française. Et puis, l'idée, c'est d'organiser plus globalement les obsèques en lien et dans l'attente aussi des besoins de la famille. Donc, ça nécessite un vrai travail d'écoute aussi. Pour ce qui est des modalités pédagogiques, la formation de conseiller funéraire actuellement en France, donc c'est 147 heures sur l'aspect théorique. Donc, on va retrouver la même logique que pour les maîtres de cérémonie. On aura une épreuve écrite. On aura également un stage pratique en entreprise de 4 semaines, soit 140 heures. Et puis, au final, il faudra, toujours avec ces mêmes jurys, passer une épreuve orale pour répondre à des questions très concrètes. Cette épreuve orale, c'est par exemple, on va demander à un futur conseiller funéraire de dire ce qu'il y a dans un devis, de dire aussi comment on peut procéder pour, si on a une inhumation ou une crémation, concrètement, apporter des éléments sur les modalités de financement. Donc, c'est un oral vraiment qui dure 25-30 minutes, où on va poser des questions très concrètes aux futurs conseillers funéraires. Pour ce qui est des contenus de la formation théorique, on va retrouver les mêmes éléments, le même tronc commun, je dirais, que pour le maître de cérémonie. Donc, on va retrouver la législation, la réglementation funéraire, l'hygiène et la sécurité, psychologie et sociologie du deuil, pratique et rites funéraires, l'encadrement d'une équipe, comme le maître de cérémonie. Par contre, en complément, on va trouver forcément des connaissances administratives générales, toute une partie également qui aura trait sur les produits, services et conseils à la vente, puisque le conseiller funéraire doit aussi vendre, c'est le cœur du métier. Forcément, on a tout un aspect empathie, accueil des familles, mais derrière, il faut aussi pouvoir vendre des prestations et vendre des services, du coup. Et puis, tout ce qui a trait à la réglementation commerciale, puisque que ce soit la fiscalité ou le cadre qu'on peut avoir, forcément dans le cadre de vente, doit être connu aussi par le conseiller funéraire. Pour ce qui est de la rémunération, on sera également, là c'est un chiffre pondéré, de 29 000 euros pour un salaire annuel brut moyen sur un équivalent temps plein. Et enfin, dernier métier également, alors peut-être un peu moins en tension, mais malgré tout quand même en tension, parce qu'il faut savoir pour le métier de thanatopracteur, il y a un numerus clausus donc à l'année, comme on peut le retrouver en médecine. Donc on a 65 personnes qui sont reçues chaque année pour faire la partie pratique, puisque les écoles en France actuellement ne forment que sur la partie théorique. Donc vous voyez concrètement, le métier de thanatopracteur, c'est un métier qui, encore un petit peu méconnu, je dirais, malgré tout ce qu'on peut voir dans les polars et les romans policiers. Mais concrètement, pour ce qui est des fonctions, le thanatopracteur, c'est celui qui effectue des soins de conservation dans le respect des dernières volontés du défunt. Donc, un métier important, s'il en est dans la chaîne funéraire. Pour ce qui est des modalités pédagogiques, donc là, c'est important parce que l'évaluation est un petit peu complexe encore pour le métier de thanatopracteur. Actuellement, il faut savoir qu'il y a 210 heures de formation théorique assurée par les écoles de formation. Donc concrètement, ça donne 6 semaines de formation théorique. À l'issue de cette formation théorique, la personne va pouvoir passer un concours national qui a lieu chaque année au mois de janvier, ici en région parisienne. Donc concrètement, on va retrouver des questions sur les contenus de la formation. Je vais revenir plus en détail. Mais c'est vrai que l'accès à la formation pratique, pour le moment, la formation pratique, c'est sans soins
à mener avec une tutelle d'un professionnel, d'un thanatopracteur expérimenté. C'est vrai que si la personne ne réussit pas le concours national, elle ne peut pas enchaîner sur cette partie pratique. Et ça, c'est très important d'avoir ça en mémoire parce que beaucoup de gens peuvent être intéressés par ce métier. Mais derrière ça, il y a des vraies attentes sur les contenus de la formation théorique. Notamment, vous le voyez, on va retrouver de vraies attentes sur la médecine légale, sur l'anatomie, sur la microbiologie, sur la toxicologie, sur l'histologie, sur l'hygiène également, sur tout ce qui a trait ensuite plus à la thanatopraxie, c'est-à-dire aux soins de conservation, avec la théorie des soins de conservation, la sécurité sanitaire, et également, très important, notamment ce qui a trait aux DASRI, l'évaluation des risques sanitaires. À côté de ça, donc ça sera un peu plus la partie, les compétences techniques, on va trouver également de la réglementation funéraire, des éléments de gestion et de sciences humaines de la mort, et puis également des éléments d'éthique et de déontologie, parce que forcément, le métier de thanatopracteur est au cœur de ces questions-là, je dirais, au quotidien et en lien aussi avec les pompes funèbres et les familles. Voilà pour le métier de thanatopracteur. Et peut-être un dernier point du coup sur les modalités de financement. C'est peut-être qu'on peut le faire ensuite. Ouais. Donc, voilà pour les métiers du funéraire et les formations, sachant que, voilà, comme l'a dit Olivier, comme l'a dit Thomas, on est sur des métiers en tension du coup, où il y a une forte logique de recrutement. Eh ben, je viens d'apprendre quelque chose. Pour thanatopracteur, je ne savais pas qu'il y avait un numerus clausus, par exemple. Et si. Et si, c'est une contrainte. Voilà. Il faut savoir qu'il y a à peu près 300 personnes à l'année qui se forment sur la partie théorique, c'est-à-dire qu'ils vont suivre les 6 semaines de formation. Et puis derrière ça, il y aura à l'entonnoir, il y aura l'aspect concours national. Combien par an? 65. 65 par an. Voilà, avec un niveau qui est quand même assez élevé. Pour avoir pu échanger avec des étudiants en 4e année de médecine, il faut savoir que sur l'aspect médecine, cette année, on était sur l'équivalent d'une introduction en première année de médecine, pour certaines questions. Donc, pour notre public, des fois, ça peut être quand même, la barre peut être placée assez haut. D'accord. Mais donc 65 reçus par an, ça fait combien de thanatopracteurs en tout en France, à peu près, environ? Vous avez une idée ou pas? Vous avez le droit de dire ou pas, hein? Non, j'ai pas, on n'a pas. Non, le chiffre est assez compliqué parce que pour avoir le nombre de thanatopracteurs en activité, non, c'est pas si simple que ça. D'accord. Ok. Et du coup, par rapport au métier de thanatopracteur, ils ne sont pas en statut salarié. Dans les entreprises, c'est plutôt, ils font de la sous-traitance. Oui, alors, il y en a en position salariée, mais c'est vrai que c'est pas la majorité. La majorité sont en sous-traitance et sont pas auto-entrepreneurs ou ont monté leur petite structure. Ok. Ou font partie d'entreprises où il y a plusieurs thanatos. Voilà, il y a plusieurs il y a établissements. plusieurs configurations possibles, oui, mais la majorité ne sont pas salariés. Ok. Pour répondre peut-être à une des questions que je vois passer, je me permets, sur les formations, est-ce qu'elles peuvent être débutées sans le bac? Oui, hormis, alors je pense qu'il y a c'est en train de changer, la formation thanatopracteur, il va falloir avoir le bac maintenant, baccalauréat. Mais sur le reste des formations, il n'y a pas de niveau particulier. Et oui, pour la formation thanato, oui, pourquoi un seul examen par an? Parce que c'est le numerus clausus qui veut ça et 65. Nous, on réclame d'en avoir un peu plus parce que, comme l'a dit Steven, ce n'est pas forcément un métier en tension, mais il y en a quand même parce qu'en plus, il y a du turnover. Parce que voilà, naturellement, il y a des gens qui arrêtent le métier. Mais aujourd'hui, comme il est assez difficile de chiffrer, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une multitude de sociétés, de structures, d'avoir les vrais chiffres du manque, autant sur conseiller funéraire, maître de cérémonie ou marbrier, la tension elle est palpable et les entreprises où la remontent, autant thanatopracteur, c'est un peu plus difficile. Et comme on a un numerus clausus, voilà, c'est un peu, il y a une forme d'entonnoir. Donc, on négocie avec nos ministères de tutelle, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à passer au-dessus des 65. Si je permets juste de rebondir de la présentation de Steven, sur le métier de conseiller funéraire, donc quand j'indiquais que la PEC que nous menons en 2022, c'est une PEC qui vise un diplôme de conseiller funéraire. Donc on est vraiment là dans un niveau de certification qui est reconnu par la branche professionnelle. D'accord, merci pour cette précision.
Du coup, j'avais également invité madame Coptan, qui dirige son propre, je sais jamais comment dire, service de pompes funèbres, entreprise de pompes funèbres? Entreprise de pompes funèbres, on peut dire Voilà. comme ça. Merci du coup d'être présente aujourd'hui. L'idée, c'est de vous faire témoigner sur, votre métier et les métiers que vous avez, que vous exercez au quotidien et heu et que vous avez pu exercer avant et pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, alors, je suis Stéphanie Coptan. Je suis la directrice des pompes funèbres Marion maintenant depuis le 1er septembre 2021, donc c'est assez récent. Avant, je faisais partie d'un grand groupe où j'ai fait 5 ans. J'ai été formée par Pôle emploi, justement, par le biais de Pôle emploi, j'ai trouvé une formation en 2015 de conseillère funéraire et de maître de cérémonie. Donc, j'ai pu faire les 2 formations et puis intégrer de suite, en fait, le grand groupe de pompes funèbres, enfin, le plus grand groupe encore actuellement sur le marché. Où effectivement, donc j'ai fait mes 5 années pour ensuite ouvrir ma propre agence. D'accord. Je vais pas le cacher, aux gens qui assistent au webinaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit à mes collègues et à d'autres gens que je montais un webinaire sur, le secteur du funéraire, les gens m'ont regardé avec un peu des yeux énormes, type: «Ah, le funéraire?» Alors que voilà, on en discutait aussi, vous en parlerez très bien, c'est quand même un métier d'accompagnement comme disait monsieur Vérité. Mais, comment vous êtes venu vous à vous dire que vous alliez travailler dans le secteur du funéraire? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces métiers? Alors moi, ça date de très jeune. Au décès d'un membre de ma famille, donc de mon arrière-grand-mère à l'occurrence. Souvent on entend ce même discours des personnes qui intègrent le monde du funéraire, c'est suite à un décès dans la famille ou d'un proche. Et j'étais enfant à cette époque-là, j'avais 5 ans. Et la mort me faisait peur, comme à beaucoup d'enfants. Et quand je l'ai vue toute belle, toute préparée, toute ma peur en fait a disparu. Et c'est là que je me suis dit, plus tard, je voudrais moi aussi pouvoir enlever cette peur. Donc bon, à 5 ans, on se dit aux enfants et puis aujourd'hui aux adultes également. D'accord. Mais, voilà, vous travailliez pas forcément nécessairement dans ce milieu-là avant? Non, non, non. Avant, j'étais auxiliaire de vie. D'accord. Et en fait, j'ai eu l'opportunité justement de concrétiser ce rêve, hein, on peut appeler ça un rêve, parce que je pense que pour travailler dans le funéraire, il faut vraiment que ce soit une vocation. Et voilà, c'est comme ça qu'on tombe dedans. Oui, c'est ce que disaient monsieur Vérité et monsieur Bars, aussi monsieur Bidal. Enfin, à un moment, faut quand même de l'empathie et on en discutait avec monsieur Vérité, de l'empathie, mais pas trop. Mais, c'est vraiment des métiers, où on accompagne vraiment les familles et être à l'écoute et savoir, amener les gens, et les accompagner dans leur deuil. Oui, donc de l'empathie, mais pas trop. Et malgré tout, un côté psychologue quand même, hein, parce qu'on nous parle. On passe en moyenne 2 heures avec une famille. Ils se confient, mais ils en ont besoin parce que c'est le début du travail de deuil. Donc il faut savoir écouter sans pour autant donner son avis, sans pour autant vouloir imposer notre point de vue. Donc on est quand même aussi dans l'écoute. Très important donc, ce qui était un peu ma dernière question, mais du coup, oui, quelles qualités, compétences faut-il avoir pour exercer ce métier? Écoute, empathie? Écoute, empathie, mais je pense qu'il faut être bien dans ses baskets aussi. Il ne faut surtout pas ramener le travail à la maison. Je dis ça surtout pour les jeunes mamans, parce que malheureusement, il n'y a pas d'âge pour décéder. On est tous et on sera tous amenés un jour à faire des deuils, malheureusement, de personnes qui partent trop jeunes. Donc, il faut vraiment être capable de laisser le travail au travail. Voilà, le travail, c'est le travail, la maison, c'est la maison. Ouais, ça a l'air compliqué quand même. Heu, du coup, question pragmatique et un peu bête du coup, c'est quoi votre quotidien professionnel? Ah bah, ça dépend. Ça dépend, ça peut aussi bien être effectivement l'organisation d'une cérémonie. Donc, en général, on reçoit une famille
on est dans l'organisation sur plusieurs jours. Parce qu'entre le moment du décès et les obsèques, il y a une moyenne d'à peu près 4 jours. Donc, on est aussi bien dans la réalisation des démarches administratives auprès des mairies, auprès des cimetières, des crématoriums, etc. Après, il y a tout ce qui est préparation de la cérémonie avec la famille, également choix des fournitures, du cercueil, etc. Parce que oui, c'est aussi une part de vente, hein, bien entendu. Après, il y a tout ce qui est préparation. Donc, dans les grands groupes, chacun a sa tâche. Dans les plus petites structures, on peut être amené à faire plusieurs tâches soi-même. Donc, moi, je prépare les cercueils. Il y a l'entretien du véhicule, il y a voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser la cérémonie dans les meilleures conditions le jour J. D'accord. J'avais une dernière question qui est un peu en lien avec les autres, mais je me répète et c'est toujours bon de le répéter. Est-ce que vous avez un conseil ou un mot à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'un de ces métiers? Oui, il faut être passionné par ce métier. Si on est passionné par ce métier, on prend beaucoup de plaisir parce que c'est un métier très enrichissant. On est confronté tous les jours à des cas de figure différents. Aucun deuil ne se ressemble. Donc, c'est vraiment très enrichissant et on fait du bien. Alors, le funéraire, pour l'instant, reflète une image assez morbide encore et assez horrible. Mais en vrai, là, on fait du bien. On fait du bien aux personnes qui viennent nous voir. On les soulage, on leur enlève un certain poids. Et on a beaucoup de reconnaissance. Et on sent qu'on accomplit quelque chose d'important. Donc, il faut être passionné. D'accord. Je vous dirais, je pense que je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas un métier où on va par hasard et on n'y va pas si on n'aime pas les gens. Non. Alors, juste pour ajouter, on pourrait y aller par hasard, mais on ne reste pas par hasard. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais ça peut arriver qu'on y arrive par hasard parce qu'effectivement, il y a des gens qui répondent à des annonces, etc. Mais par contre, celui qui reste, il ne reste pas par hasard. Et pour rebondir sur ce que disait Stéphanie, c'est vrai que le métier funéraire peut avoir une image difficile parce qu'il y a le tabou de la mort hein, dans nos sociétés occidentales qui est très très fort et très très présent. Et ce n'est pas quelque chose qu'on anticipe, même si les contrats obsèques se développent, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est pas aujourd'hui, encore très peu de personnes anticipent leurs obsèques, vont de leur vivant préparer leurs obsèques pour bien comprendre ce qui va se passer, comment ça va se passer, combien ça va coûter, etc. Donc, il y a encore un tabou très présent et c'est le jour des funérailles ou le jour, au moment des décès qu'on découvre ce sujet-là. Il faut dire qu'en moyenne, on organise 2 décès dans sa vie. Et grosso modo, c'est celui de ses parents. Après, certains vont en organiser plus, mais en moyenne, c'est ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de récurrent, ce n'est pas quelque chose de régulier. Donc, c'est quelque chose, et en plus, dans un moment psychologique assez difficile. Donc, on voit bien qu'il y a ce tabou qui est très présent. Et du coup, cette image qui peut être un peu négative, ce que je caricature souvent avec le croque-mort de Lucky Luke, qui vient rôder autour de la mort. Hein. On parle du business de la mort, n'ayons pas peur des mots. C'est souvent ce qui est utilisé encore aujourd'hui dans les médias. Alors que non, on a des gens comme Stéphanie qui sont là pour accompagner, pour vraiment avoir ce soutien auprès des proches. Alors des familles, pas forcément des familles, on peut être proche et avoir besoin de ce soutien-là, donc soutien des proches. Et moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans des entreprises de pompes funèbres et j'ai rencontré des gens mais vraiment passionnés par leur métier, qui faisaient ça avec conviction, avec envie, avec empathie. Et très très loin des images qu'on peut avoir de temps en temps dans les médias. Alors dire que tout le monde fait bien son boulot, c'est comme dans toutes les professions, il y a des gens plus ou moins on va dire bien, mais dans le métier funéraire, 98% du temps, ça se passe très bien et les familles et les proches sont rassurés par les professionnels du funéraire tels que Stéphanie dans leur accompagnement au quotidien. Donc, et il y a plus de satisfaits que d'insatisfaits, mais forcément, comme on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on préfère parler de ce qui ne va pas bien, mais voilà, non, donc grosso modo, et Stéphanie l'a très bien résumé avec la passion, effectivement, ce n'est pas un métier où on reste par hasard, il faut avoir ce goût de l'accompagnement, tout en effectivement faisant attention de ne pas tout ramener chez soi, même si ce n'est pas facile,
Mais comme c'est pas facile pour un médecin ou pour un accompagnateur qui voit un accompagnateur médical qui voit quelqu'un décédé alors qu'il l'a accompagné. Voilà, c'est le même type de préoccupation. Donc, il faut rester attentif à ça, mais c'est des métiers qui font peur et je voyais les messages passer. Effectivement, attention, l'image qu'on peut donner. Et effectivement, c'est pas toujours évident, y compris d'en parler à son entourage. Lorsque vous parlez du funéraire, voilà, tu travailles dans le funéraire, ça doit être triste. Ben non. Et puis les gens du funéraire, regardez Stéphanie, elle n'est pas triste. Et il y a beaucoup de gens qui sont très heureux dans ce métier-là, même si c'est un métier difficile, mais il en faut. Et pour rebondir sur ce que disait Thomas tout à l'heure sur le Covid, mais Stéphanie pourra certainement en parler aussi. Effectivement, l'impact Covid a été assez particulier parce qu'il y a eu effectivement un nombre de décès un peu plus important, on ne va pas le nier, hein, les chiffres ont été suffisamment donnés dans les médias. Mais alors déjà, la répartition géographique était totalement disparate. Donc il y a des régions où il y a eu plus de décès, d'autres régions où il y en a eu pas forcément beaucoup plus. Et puis les réalisations des obsèques ont été très perturbées aussi par la Covid. C'était pas, il y a eu surtout au démarrage des obsèques un peu particulières parce que c'était un peu plus minimaliste. Donc effectivement, en termes de résultats ou de chiffre d'affaires, c'est assez difficile d'avoir une vraie synthèse ou un vrai recul encore de la situation parce que les situations étaient tellement disparates. Mais oui, par contre, c'est pas un secteur qui a connu la crise du Covid, ou s'il l'a connu, c'est de manière plutôt, voilà, il y a eu du travail et il y en a encore aujourd'hui, pas forcément lié qu'au Covid, mais voilà, et il y en aura encore pour de belles années, parce que la courbe avec le papy boom, voilà, la courbe est plutôt positive pour les métiers du funéraire, donc c'est un métier qui recrute aujourd'hui et qui continuera de recruter. Voilà, donc, pour synthétiser. À première lieu, on pourrait penser qu'il n'est pas forcément très attractif, mais on voit qu'il y a certaines missions diverses et variées selon les profils. On voit par exemple sur le conseiller funéraire, c'est peut-être plus des femmes. Sur le métier marbrier, ce sont peut-être majoritairement des hommes. Donc il y a un petit peu de tout et on voit que c'est un secteur qui ne connaît pas la crise et qui embauche, vraiment. Et qui les connaîtra jamais. Ouais, qui embauche. Il y a juste, ils n'embauchent pas forcément sur l'alternance, mais c'est plus, on voit sur les embauches classiques, CDD, CDI. Il y a peut-être un truc à penser, du coup, l'alternance. Il y a deux petites questions. Il y en a une un peu personnelle pour Madame Cobten. Vous arrive-t-il de pleurer? Non. Bah voilà. Non, alors, je ne dis pas que je ne suis jamais touchée. C'est pas vrai. Mais c'est un entraînement. Parce qu'on ne peut pas... La famille compte sur nous pour justement ne pas pleurer. On est leur appui, on est leur soutien. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, c'est pas dur, mais non, on n'a pas le droit. Enfin, pas en public. Pas devant la famille, en tout cas. Non. Après, dans les coulisses, pourquoi pas, mais pas devant la famille. Merci. On va revenir plus pragmatique dans les questions. Les personnes en situation de handicap peuvent-elles accéder à ces métiers, la surdité ou la mobilité empêchée, par exemple? Ça, je pense que ça dépend des métiers. Après, la surdité, je ne vois pas pourquoi ça poserait un quelconque problème. Après, il y a surdité et surdité. Si la personne est appareillée. Nous, ce qu'on fait sur les actions de POC, on met l'accent sur les publics ayant une reconnaissance RQTH, tout à fait, travailleurs handicapés. Après, c'est selon le niveau de handicap et aussi ça va dépendre de l'employeur, je pense, et du métier qu'on vise. Mais nous, on met vraiment en avant, on n'exclut pas du tout ces personnes-là. Au contraire, on essaie de les inclure dans nos actions parce que par la formation, ces personnes-là aussi peuvent retrouver un emploi. Et ça va aussi dépendre du métier qu'on vise et de l'employeur qui est en face de nous. Alors, je suis assez d'accord. Il y a une telle diversité des métiers, on l'a vu dans le panel qu'on vient de présenter des métiers. Il y a une telle diversité aussi des employeurs, de la petite entreprise jusqu'au grand groupe, que le handicap, tout dépend du handicap et je pense que tout le monde peut trouver un poste quelque part qui pourrait correspondre à son souhait. Je ne vois pas de frein particulier.
Du coup, y a-t-il un âge ou pour faire ou ne pas faire ce métier? Enfin, est-ce qu'il y a un âge critique où on n'y assiste Pour moi, plus parce que c'est bientôt non, notre heure ou non, pour moi, alors là, pour moi, non, il n'y a pas d'âge parce que, encore une fois, on peut avoir de très très bons conseillers funéraires très jeunes parce qu'ils ont une maturité nécessaire pour le faire et j'en ai vu et il n'y a pas de souci. Donc, il y a pas, et puis en termes de limite, il n'y en a pas non plus. On peut très bien. Moi, on a eu aussi des reconversions avec des gens qui avaient dépassé les 50 ans, 55 ans et qui décidaient à un moment de faire ça en dernier poste de leur vie professionnelle et il n'y a pas de souci non plus. Donc, bon, il n'y a pas de limite, hein, il n'y a pas de notion d'âge pour moi. À part, voilà, il y a 18 ans, mais sinon, il n'y a pas. Je ne mettrai pas de limite, tout dépend de la personnalité de chacun. c'est ça. Du coup, pour la formation de conseiller, doit-on passer aussi par la formation de maître de cérémonie ou pas? Non, pas forcément. D'ailleurs, quand on obtient le diplôme en fait, de conseiller funéraire, on est automatiquement maître de cérémonie. Mais on n'est pas obligé de passer par le diplôme de maître de cérémonie pour être conseiller funéraire. Nous, on le voit dans l'action qu'on mène, il y a un module sur, on va dire, sur la cérémonie, pardon. Donc, ça nous permet de recouper un peu sur les deux métiers. D'accord. On va parler vite fait financement du coup. Oui, alors j'avais juste une slide, donc je ne suis pas rentré forcément dans le détail, mais l'idée c'est de présenter quelques modalités de financement possibles. Peut-être que Thomas pourra apporter des éléments complémentaires aussi. Sur les modalités de financement possibles, eh ben, on peut retrouver forcément le compte personnel de formation, le CPF de transition aussi, avec Transition Pro. Là, pareil, on peut solliciter cette possibilité de financement-là. Certains financements régionaux, alors là, sur votre région, moi, je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est vrai que je n'ai pas forcément les connaissances, mais sur certaines régions, on peut avoir des financements aussi qui vont venir pour prendre en charge des diplômes de conseiller funéraire ou thanato. Ensuite, on va trouver le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Alors ça, c'est en fonction de l'OPCO à laquelle est rattachée l'entreprise. C'est vrai que les entreprises du funéraire sont rattachées à OPCO EP, et c'est dans le cadre des formations des entreprises funéraires. Je peux vous dire qu'on a pour les entreprises de moins de 11 salariés, on a une prise en charge à hauteur de 3 000 euros. Et pour les entreprises de 11 à 50 salariés, c'est 6 000 euros. Donc ça, c'est vraiment pour les entreprises du funéraire qui sont rattachées à l'OPCO-EP. Et puis, on va retrouver ensuite toute une logique de contrat de professionnalisation et d'apprentissage. Alors, l'apprentissage, par contre, n'est pas forcément possible pour le diplôme de conseiller funéraire, puisque c'est un diplôme qui est inscrit au répertoire spécifique et non au RNCP, donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Mais après, il y a d'autres possibilités, notamment on a une MFR qui travaille avec nous, qui propose un bac professionnel, donc des services funéraires. Et là, l'apprentissage est possible pour suivre ce bac pro. Et au terme du bac pro, qui se déroule sur 13 mois, on peut passer le diplôme de conseiller funéraire. Donc on peut trouver cette possibilité-là d'apprentissage. Après, on peut préparer un diplôme de conseiller funéraire avec un contrat de professionnalisation aussi. Il faut juste trouver une entreprise qui soit d'accord pour accueillir sur un temps assez long, justement pour valider et finaliser ce diplôme de conseiller funéraire. En complément, du coup, sur le plan de développement des compétences, comme j'avais pu faire dans la présentation, il faut bien se référer aux critères de prise en charge qui peuvent évoluer au cours d'année. Donc ça, c'est très important. Et sur le financement, par exemple, de la POC conseiller funéraire, cette action est financée dans le cadre du PIC par l'État, donc du plan investissement compétences. Donc le coût pédagogique n'est pas à la charge du demandeur d'emploi. Donc pour pouvoir participer à cette formation-là, il suffit d'être inscrit en tant que demandeur d'emploi et nous allons procéder avec Pôle emploi et l'organisme de formation à une sélection des candidats et des candidates pour pouvoir intégrer la formation. À cette session de formation, on part sur 12 stagiaires. D'accord. Et là, je regardais, il y a un diplôme pour exercer la fonction de conseiller funéraire sur le site Amphore. Il n'y en a qu'un qui est financé région et il est à Besançon.
Je crois qu'il y a 8 places. Donc voilà. Après, Ouais. faut regarder régulièrement, hein. C'est peut-être des métiers qui ont été signalés un peu plus en tension et pour lesquels il y aura peut-être des financements et des achats de places dans les années à venir ou dans les mois à venir. Il y en avait davantage avant. Donc voilà. Mais en tous les cas, moi j'ai trouvé ce webinaire super intéressant. Je me lancerai peut-être pas dans ce domaine, mais je trouve que c'est un beau domaine et un beau secteur professionnel où oui, empathie et accompagnement sont de rigueur. On a vu qu'il y avait une petite émission un peu complètement télé-réalité qui va passer sur Sister à partir du 17. J'ai vu le teaser. Ils vont suivre des familles. Ils vont suivre des familles qui ont des entreprises de pompes funèbres. Regardez au cas où, je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà, ça peut toujours être intéressant. Et comme je vous disais, j'avais un petit questionnaire que je vous soumets avec le lien. Si vous avez un petit temps, il y a 6 questions, hein, c'est très court. Je vous remercie d'y répondre. Donc encore merci à tous nos intervenants. Le replay sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube d'Amphore avec l'ensemble des documents et supports qui vous ont été présentés aujourd'hui. Donc je vous souhaite toutes et tous une très bonne fin de journée. Merci, bonne journée aussi. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.